Bonjour à tous et bienvenue dans VIP où vous aurez cette semaine 2 Emmanuel pour le prix d'un et un Laurent qui viendra nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Laurent Bidot qui est scénariste et dessinateur de bande dessinée. Alors la première Emmanuel, je ne vous fais pas le portrait, vous commencez à connaître au bout de 10 ans et en revanche nous allons recevoir Manu Dibango dans cette émission. Manu Dibango, bonjour. Bonjour Gérard. Emmanuel, le prénom initial. Je suis avec vous. Voilà. Dieu est avec nous, formidable. Je suis bien contente de vous avoir, ça fait un sacré moment qu'on vous court derrière. Et à 81 ans, vous êtes sacrément dur à rattraper, Manu Dibango. Ah, ben c'est une bonne course, non? Ah, c'est vrai, voilà. C'est tout ce qu'on aime chez vous, c'est d'abord le rire. On vous connaît peut-être pour votre saxo, mais je crois qu'on vous connaît avant tout pour ce rire, ce regard rieur et voilà, cette physionomie toujours heureux de vivre, en fait, on a l'impression. Ben, écoutez, le rire, on dit pour rien. Je veux dire, c'est naturel, quoi. C'est physique, en fait, le rire. Bon, on l'a triste ou on l'a gai. On l'a tout court. C'est pas le reflet de votre état intérieur quand même? Bah, ça procède de vous, hein. Je veux dire, ça vient de vous, hein. Puisque c'est, en fait, le rire, c'est une de vos porte-voix, si je peux dire. À chacun son micro. Alors voilà, mon micro, il sort par là et puis il est gai ou il est pas gai, quoi. En tout cas, c'est une sacrée carte de visite. Alors, vous venez dans VIP avec un CD et un livre qui ont le même visuel, ce qui n'est pas pour nous déplaire. C'est la BO, quoi. Voilà. Alors, je les montre. Le CD, c'est un CD d'hommage. Vous avez fait combien? Plus de 40 albums, je pense, quelque chose comme ça. Mais là, on est dans l'hommage à des gens qui ont compté pour vous. Beaucoup de rencontres dans votre carrière de musicien, on en parlera. Ah oui, quand même. Et voilà, il y a la maladie d'amour, il y a le Sud, Killing Me Softly with This Song, il y a à la fois un peu toutes les origines, il y a de l'américain, il y a du français, il y a un petit peu tous ces titres qui vous ont fait, peut-être le Métèque, 18 titres. Comment on les choisit, les titres, pour faire un CD d'hommage? Vous savez que le choix est toujours douloureux, vous en mettez plein dans le chapeau, il faut bien s'arrêter à un moment donné, donc... c'est toujours douloureux, mais ça fait partie quand même des choses que j'ai aimées et que j'aime toujours. Parce que, vous savez, quand on est africain, c'est toujours le tam-tam, c'est toujours, c'est un peu réducteur, quoi, je veux dire. J'ai l'habitude de dire que je ne fais pas la musique parce que je suis noir, mais je fais la musique parce que je suis musicien, en fait. Voilà. Comme ça, on évacue plein de trucs. Donc ça fait partie des gens que j'ai rencontrés à un moment donné, ou musicalement, ou humainement. Et voilà, quoi, j'ai voulu faire ce genre de balade. C'est une espèce de balade avec 2 L ou avec un L, ça dépend comment on le prend. Voilà, donc... Balade avec un L ou avec 2 L, d'ailleurs c'est une des phrases qui revient dans le livre, alors que moi j'ai particulièrement apprécié. Manu Dibango, balade en saxo dans les coulisses de ma vie, c'est aux éditions de l'Archipel. Et pourquoi je l'ai apprécié spécifiquement cette biographie-là? Non pas parce que vous êtes assis devant moi, Manu Dibango, mais parce que au-delà de votre vie, et de votre nombril, on va dire, c'est beaucoup plus que ça. C'est votre vie qui est déjà passionnante à la base, mais c'est finalement une bonne partie de l'histoire de l'Afrique qu'on revisite, puisqu'on est toujours dans votre lien entre la France et l'Afrique, et finalement c'est un parcours initiatique, avec cette triangulaire avec les États-Unis, bien sûr. Initiatique. Voilà. Et voilà, entre Douala et Paris, c'est vraiment un parcours initiatique qu'on va essayer de raconter dans cette émission. Et en tout cas, ce qui est sûr, quand on referme le livre, on se dit cet homme-là, il est sans frontières. Ben, écoutez, ça me fait quand même 8 décennies, 80 printemps. Oh, 8 décennies, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose devant l'éternité, ça c'est vrai, je l'avoue, je le confesse même. Mais vous avez quand même eu le temps de rencontrer, quand vous avez cette chance-là, de faire des rencontres heureuses ou malheureuses. Bien, et c'est les deux qui donnent le relief. Parce que si vous n'avez que des rencontres heureuses, vous ne savez pas ce que c'est qu'être malheureux, vice et versa. Donc il y a du relief dans ces rencontres-là. Et elles sont souvent ambiguës, parce qu'elles ne sont pas toujours programmées, les rencontres. C'est peut-être ça qui fait aussi le fait qu'on peut s'arrêter à un moment donné sur une rencontre, sur celle-là, plutôt que de raconter bêtement, on est né là, on est arrivé à Paris à tel âge. Ça, il suffit de regarder sur le Facebook ou n'importe quoi. Là, vous avez ça. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le raconter.
C'est déjà fait, c'est mécanique, quoi. Tandis que là, c'est tout sauf mécanique. Alors, effectivement, et puis je crois que dans votre vie, c'était tout sauf programmé, parce qu'il y a votre naissance au Cameroun, avec des parents qui vous aiment énormément, plutôt dans le haut de la société, quand même. Votre papa savait lire, écrire, était dans la bureaucratie, on va dire, avec cette idée d'envoyer son fils faire des études. Et il y a des jolies photos, d'ailleurs, dans ce livre, une très belle photo de vos parents. Et puis vous, à l'âge de 15 ans, qu'on va déraciner pour envoyer au fin fond de la Sarthe, à Saint-Calais, c'est ça? Faire des études. Saint-Calais, oui. Faire des études, vous étiez chez les Jésuites? Bien continué, puisque à cette époque-là, nous étions encore français. C'était les ex-colonies françaises. C'était encore déjà, c'est toujours à cette époque-là, c'était des colonies, ou bien alors... comme au Cameroun, j'étais sous mandat, on n'était pas colonie. Mais bon, le traitement était le même. Hein, je veux dire, comme un Ivoirien, comme un Camerounais. Donc quand on venait à Paris ou en France, on n'allait pas à l'étranger. On allait juste à une partie de la mère patrie. Bon, ça après les années 60 que les pays sont devenus, entre guillemets, indépendants et que là il y a eu les frontières qui ont commencé à s'établir, quoi. Mais à cette époque-là, il fallait avoir la chance d'avoir des parents qui pouvaient payer vos études en France, avoir un correspondant, vivre chez lui, tout un tas de trucs. C'était une chance. Et qui vous fasse confiance aussi et qui avait cette ambition-là pour vous. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand vous êtes parti à l'âge de 15 ans, donc dans la Sarthe, vous avez eu seulement 2 recommandations. Votre père a dit, toi, tu reviens bardé de diplômes, médecin, ingénieur, mais bardé de diplômes. Et maman, c'est surtout n'épouse pas une blanche. Vous aurez fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est la même chose, vu d'ici. Hein, vous savez, quand vous avez votre grand-mère et que votre femme ne peut pas parler avec votre grand-mère, voilà. Ça s'arrête là. Ce qui lui faisait souci, c'est surtout qu'une femme blanche n'allait pas savoir vous faire les petits plats camerounais que vous aimiez tant. C'était vraiment son seul souci. La mienne a appris par la suite quand même. Elle n'a pas eu le choix. mais c'est vrai que ce qui est très joli, je trouve, dans votre livre, Manu Dibango, c'est la place du père. Et cette relation très forte entre vous et votre papa, où papa avait des rêves pour vous. Vous, il se trouve que ça va être la musique. C'était pas programmé comme ça, mais vous allez découvrir le saxo en colonie. Et vous avez pu le lâcher, ce saxo. Et sachant qu'il y a aussi le piano, il y a d'autres instruments, mais quand même le saxo. Il va quand même falloir accomplir les rêves de papa, mais à travers un saxophone et non pas à travers un diplôme de médecin. Ah et ouais, ça revient dans le livre. C'est pas mal résumé, en fait, l'affaire, parce que bon... Oui, je suis journaliste. Mes parents, ils étaient quand même... ils m'aimaient beaucoup, mais ils étaient très stricts. Hein. Vous savez, quand on est protestant, en général, c'est toujours... assez dur, quoi, l'éducation. Hein. C'est du hard chez nous, hein. Dans ce sens-là. Alors, tout sauf ça. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'à l'époque, moi, je suis venu, le bateau mettait 1 mois, 21 jours pour venir de Douala. Il n'y avait pas d'avion encore, que les avions militaires. Alors, quand mon père m'engueulait dans une lettre, ça prenait 1 mois pour que moi, je reçoive la lettre. Et quand je recevais la lettre, j'avais peur comme s'il était à côté de moi. Vous voyez l'influence. 21 jours, 1 mois. Vous parlez de la religion protestante dans laquelle vous avez été élevé. C'est important aussi musicalement, puisque vous alliez au temple. Au temple, il y avait un organiste qui vous a durablement marqué. Jusqu'à présent. Voilà. Et puis, votre maman qui était chef de chœur, en fait, qui dirigeait la chorale. C'est ça. Et ça a dû vous imbiber de musique déjà à cette époque-là. Ben, c'est curieux parce que du côté de mon père et de ma mère, il y avait de la musique. Hein. Je veux dire, mon oncle paternel, le grand frère de mon père, il jouait de l'harmonium à l'église protestante. Mon père est né en 1908. Donc en 1908, on était encore allemand. On est devenu français qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, vers 1918, comme ça. Bon. Donc, mon oncle jouait de l'orgue. Et du côté de ma mère, ils allaient tous à l'église et ma mère dirigeait la chorale. Donc, des deux côtés, ça ne fait pas de vous un musicien, mais bon, ça peut quand même aider, génétiquement parlant, quoi. Et puis, si vous avez, vous, une personnalité qui est sensible au son, à l'harmonie, à l'endroit où ça se passe, l'endroit qui est un peu mystique quand même, en général, une église, hein, quand on est sensible à la musique, quelque chose se passe. Bien. Ça peut
faire de vous, peut-être pas un professionnel, mais en tout cas un amateur de musique. Qu'est-ce qui a fait que vous craquez sur le saxophone plus que sur tout autre instrument de musique? Est-ce qu'on arrive à se l'expliquer, ça? Ben, personne ne le sait, ni moi-même. Hein. Je veux dire, physiquement, je trouve le saxo très sexy. La forme du saxo, les clés, tout ça, ça me fascine. Je loupais des trains d'ailleurs pour aller à l'école parce que je regardais les vitrines à Paris, là, à Saint-Lazare ou je sais pas où, là. Parce que j'étais fasciné par cet instrument et ils n'avaient pas les moyens de me le payer d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Et puis finalement, je l'ai eu par d'autres bandes, quoi. C'est-à-dire, je devais donc l'avoir. Alors, qu'est-ce qui m'a fasciné? Qu'est-ce qui m'a appelé? Est-ce que c'est lui qui m'a appelé? Ou est-ce que moi, j'ai entendu une voix intérieure qui portait vers le sax et qu'on s'est rencontrés? Nul ne saura le dire. Alors, quelqu'un vous a fait remarquer, et vous l'écrivez dans votre livre, que le saxophone, finalement, ça ressemble à la trompe de l'éléphant. Et l'éléphant, c'est l'animal totémique de votre famille, puisque votre nom... Parce que je m'appelle éléphant, en fait. Je m'appelle Njoké. Voilà, qui veut dire éléphant. Oui, c'est ça. Et quand on vous l'a fait remarquer, vous avez dit, tiens, il y a peut-être aussi quelque chose à ce niveau-là. Mais bon, après, où est-ce que ça nous emmène? C'est la trompe, hein, je veux dire. Alors, vous êtes devenu saxophoniste, vous avez travaillé comme un malade quand même, parce qu'on dit oui, Manu Dibango, il a du talent, etc. C'est pas né comme ça, il a fallu travailler quand même. Vous savez, le talent, hein, je me méfie de ce mot-là. Ben oui. Parce que derrière une gamme, il y a toute une vie. Hein. On n'arrête pas de faire des gammes. Quel que soit le type de musique que vous faites dans la vie, il faut vous entraîner. C'est comme un sportif. Hein. Je veux dire, on ne fait pas 100 mètres comme ça, on se lève, on fait 100 mètres. C'est parce qu'on s'entraîne tout le temps. Et le musicien, c'est la même chose. Hein. Jouer du saxo, jouer la trompette, jouer du trombone, c'est pas naturel parce que vous sollicitez des muscles. Donc vous transformez quelque chose qui se remet en place une fois que vous avez arrêté de jouer. Donc pratiquement tous les jours, il faut recommencer, quoi. Hein, c'est un contrat à vie, en fait. Quand la passion est là, parce que qu'est-ce qu'une vie sans passion? Oui, voilà. Et il y a le fait aussi que la passion permet que vous pouvez travailler 24 heures sur 24 sans manger, sans avoir des formalités habituelles, parce que vous vivez avec votre passion. Et cette histoire d'amour-là, elle est unique, la passion. Elle est unique. Il y a un mot très important dans votre vie. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que je voudrais mettre en exergue, qui revient beaucoup de fois dans le livre, et puis même dans vos interviews, c'est le mot âme, le mot soul en anglais. Oui. Votre premier album, c'était African Soul, et la chanson qui vous a fait, exploser internationalement, c'est évidemment Soul Makossa. C'est peut-être pas anodin que ce mot-là soit présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce mot signifie dans votre vie? Cher ami, moi je me poserai la question, est-ce qu'il y a un hasard? Alors, y a-t-il un hasard, Manu Dibango? Voilà. Excusez-moi. Je me pose toujours cette question-là parce que, instinctivement, quand j'ai eu à faire mon premier disque, j'ai pensé à Soul, à l'âme. Bien. Le premier orchestre que j'ai eu, d'ailleurs, s'appelait Soul Brothers. Tiens donc. C'était à Bruxelles. Bien. Ensuite, j'ai fait un morceau ici en 65-66 qui s'appelait Soul Machine. Toujours soul, quelque part. Mais quand j'ai dû faire le Makossa là, je ne voulais pas faire le Makossa habituel. Donc moi, c'est une peinture qui vient du plus profond. Il y a la danse, il y a les jambes, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelait body and soul, d'ailleurs, corps et âme. Hein, c'est les deux. Hein? Donc il y a toujours l'âme quelque part, et moi je suis à la recherche toujours de l'âme dans ce que je fais et dans ce que j'aime. J'aime bien que les objets aient une âme, des trucs comme ça. Ça ne s'arrête pas uniquement à la musique, c'est aussi un comportement dans la vie, quoi. La recherche de l'âme. Alors le succès de Soul Makossa, c'est juste totalement incroyable. Vous l'avez sans doute beaucoup raconté, mais je vais vous demander de le raconter. Juste pour donner un petit peu l'idée, à la base, cette chanson était la face B d'un vinyle, d'un disque. On est en 1972 et on vous avait demandé de faire un hymne pour la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, qu'ils ont perdu d'ailleurs cette année-là. Donc il y avait une face A. C'est la seule qu'on a organisée. En fait, c'est la deuxième qu'on avait organisée.
pour le football. Donc Oui. il y avait une face A qui était l'hymne qu'on vous avait demandé de créer, puis il fallait bien mettre une face B. Et là, vous vous êtes un peu lâché, vous avez fait une petite chanson qui est devenue un succès interplanétaire. Est-ce qu'il y a des petites chansons? Alors justement, c'est comme ça que vous le présentez dans le livre. C'est ça qui m'a un peu choqué. Non, mais c'est ça que... Oui, parce Vous qu'au avez départ, fait ça pour rigoler Oui, en fait, c'est pour rigoler. Pourquoi? Parce que en fait, cette chanson, elle existait. Je l'avais composée quelque temps avant la coupe. Et je répétais cette chanson à Douala, dans une cour, il fait chaud. Les répétitions se passent en plein air, à plein de mômes. Alors j'ai dit, tiens, je veux faire rigoler les mômes. Alors au lieu de dire Makossa tout seul, j'ai commencé à faire un jeu de mots sur le Makossa. En fait, on appelle ça chez nous la javanaise, quoi. C'est-à-dire, au lieu de dire Mbana et, on va dire Mbava, Nava et V. C'est un petit langage enfantin qui consiste à répéter des syllabes pour que les adultes ne comprennent pas. Voilà. Et vous avez repris le langage de votre enfance pour l'appliquer à cette phase B. Exactement. Et les mômes rigolaient, ça les faisait rigoler. Bon, donc dans l'avion qui m'a amené à Paris pour enregistrer, j'ai dit, pourquoi je ne mettrais pas cette chanson qui était marrante, comme ça, là-dessus, comme ça, puisqu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas match, quoi. Et de toute façon, ce disque-là, au départ, il ne devait pas être vendu, il devait être distribué aux gens qui avaient participé à la coupe et tout ça. Bon, donc ça n'avait aucune importance, sauf pour moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit truc. Un petit truc, vraiment, c'est ça au départ. Et puis le destin a voulu un conte de fées, quoi. De toute façon, la baguette magique, à un moment donné, elle tombe sur un truc. C'est la fée, quoi, qui amène une baguette, paf, et puis on en fait quelque chose, quoi. Et c'est un succès qui est passé par les États-Unis, en fait, parce que c'est finalement les États-Unis, dans ce triangle qui détermine toute votre vie, c'est-à-dire le Cameroun, mais le Cameroun-Afrique, on va dire l'Afrique, la France et les États-Unis. C'est les États-Unis qui vous ont révélé à vous-même, finalement. 22 annières. Ouais. Ça a été fait dans un studio ici, venant du Cameroun. Et puis les Américains qui cherchaient leurs racines, ils sont tombés là-dessus. Puis ça, c'est devenu ce qu'on a... Le destin a voulu qu'il devienne, en fait. Et l'autre jour, j'étais à l'ONU il y a 15 jours. J'ai joué à l'ONU. Et il y avait la journée de la francophonie et tout ça. Et puis, on m'a demandé de dire quelque chose. Je me suis dit, à la fin de mon discours, je me suis dit, si j'avais été anglophone, est-ce que j'aurais fait sur le Makossa? Ce qui est curieux, c'est que je suis francophone dans un pays où on est bilingue, au Cameroun. Mais je suis du côté francophone. J'ai fait ce morceau, donc, mais par contre, le morceau est plus apprécié par les anglophones, alors que c'est un francophone qui a fait le morceau. Vous voyez un peu comment l'histoire est un peu compliquée. D'ailleurs, ça a été beaucoup repris par des chanteurs très connus. Michael Jackson, Will Smith, Jay-Z, Eminem, Jennifer Lopez, Rihanna, Kanye West, Charles Hamilton. C'est que des anglo-saxons, finalement, qui ont repris ou samplé un petit morceau de Sol Makossa, quoi. Bon, ils ont écouté, de toute façon. On ne sample que ce qu'on aime, en général. Oui, j'ai posé la question et effectivement, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça, quoi, finalement. Parce que la façon de raisonner, on raisonne différemment, on est complémentaires quand même, on raisonne différemment de l'anglophone, mais les deux se complètent, mais à partir du moment où c'est plutôt un francophone, c'est ce côté-là qui m'intéresse, quoi. Est-ce que c'était, vous vous étiez dit à votre début de carrière, tiens, je vais mêler mes racines musicales camerounaises avec du jazz, je vais faire un peu tomber toutes ces frontières, j'en ai marre du côté très camerounais, puis très jazz, et puis très, voilà, on va mélanger un peu tout ça, c'était voulu, ou ça a été quelque chose un peu spontané finalement, et c'est cette magie qui a fait que ça a fonctionné dans le monde entier? Je crois que c'est naturel, je ne pose pas la question. En fait, pour moi, d'abord, il n'y a pas de plan de carrière, parce que tu entres dans la carrière sans savoir, parce que tes parents t'ont coupé les vivres, tu te dis, tiens, je vais aller faire la boîte de nuit, ça va me payer les études et tout ça, et puis la boîte de nuit te prend.
à chaque fois, tu es pris par un truc, par une vague qui t'emmène. Et tout ça, au bout d'un moment, fait une carrière, finalement. Et ça devient une carrière, dans la durée. Alors, j'ai annoncé en début d'émission Balade en saxo, qui est donc ce disque de reprise. Je voudrais quand même qu'on en écoute des extraits. Moi, je vous propose de commencer tout simplement par la première chanson, Maladie d'amour. Alors, ce n'est pas celle de Michel Sardou, c'est celle d'Henri Salvador. Et voilà ce que ça donne sous les doigts et avec le souffle de Manu Dibango. On écoute ça ensemble. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oui, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Car l'amour est petit, c'est joli, c'est joli. Mais quand il devient fort, alors là, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Ah, merci, c'est gentil. Et la voix est encore là, dites donc, à 80 ans, avoir la voix aussi pleine, c'est... Ouais, mais je ne fume pas spécialement. C'est ça. Vous expliquez dans votre livre, c'est un petit détail, mais c'est parce que vous en parlez que ça me fait penser. En fait, vous fumiez uniquement pour faire fumigène sur la scène, qu'il y ait de la fumée, et vous finissiez jamais les cigarettes, c'était pas du tout l'intérêt, quoi. C'est de l'histoire, en fait. Voilà. C'est de l'histoire. Quand on a commencé à faire des émissions de télévision en 67, 68, il n'y avait pas encore de fumigène, il n'y avait pas de machine à faire la fumée. Alors le réalisateur nous demandait, Manu, allez-y, mais fais ta fumée, ça fait l'ambiance. Tout sauf ce qu'on demande maintenant. Quand vous allez dans une boîte de nuit, il n'y a plus de fumée, il y a plus... C'est pas la même ambiance non plus d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup plus labo maintenant que... Hein. Comment vous l'avez vu évoluer, vous, la musique en 80 années, justement? Vous avez pu la faire et puis l'observer aussi. Je sais que, par exemple, vous regrettez beaucoup le ghetto rap. Non pas que le rap, ce soit pas bien, mais ça a ghettoisé, finalement, les beurs et les blacks, quelque part. Ça, vous exprimez ce regret-là, cette manière qu'on a d'étiqueter à chaque fois et de remettre des frontières. Là, vous avez essayé de les abaisser. Mais quand nous, on a commencé la musique, il n'y avait pas encore de frontières. Vu qu'il n'y avait pas encore de rappeurs, vu qu'il n'y avait pas encore de banlieues, les banlieues sont venues après avec l'abbé Pierre, là. Hein, au moment en 54, quand je me rappelle encore, j'étais au lycée à Reims, quand on a vu la première fois l'abbé Pierre avec son béret et tout ça, en train de parler des trucs que nous, on était à l'école, on ne se rendait pas compte de cette France-là, de ces gens. Et l'hiver était terrible, hein, je me rappelle encore jusqu'à présent, c'est comme... si c'était hier, hein. Et on voit ça, et puis on voyait les gens qui vivaient dans ces coins-là. C'est là où on a commencé à se réveiller. Eh bien, ce sont ces enfants-là, plus tard, qui sont devenus rappeurs, et tout ça, qui sont devenus mal dans leur peau, et tout ça. Et nous, notre génération, on n'a pas connu ça. Ce mal d'identité, finalement. Voilà, il y a une recherche d'identité, parce que, bon, on les avait déracinés pour venir travailler. À l'époque, il y avait du travail pour tout le monde. Et surtout pour les gens qui n'avaient pas de culture du tout, hein. Il y avait du travail pour tout le monde. Mais les enfants qui sont là, ils ne savent pas. Hein, du coup, ils se posent des questions et les solutions ne sont pas toujours là non plus. Alors c'est un problème pour tout le monde, mais les gens ont la mémoire courte, ils ne se rendent pas compte que ces enfants, ils sont bien issus de quelque chose. Hein, ils ne sont pas arrivés comme ça... comme une génération spontanée, quoi. Et donc, rappelez-vous juste de l'abbé Pierre, ça peut resituer un peu les choses par rapport à ces enfants-là. Donc, nous, on faisait la musique comme amateurs de musique, et puis dans les années 50, il y avait la créativité en l'air, je veux dire, il y avait les Boris Vian, il y avait les Serge Gainsbourg, il y avait les frères Jacques, il y avait la Rose Rouge, il y avait beaucoup de monde, et tous ces musiciens américains qui amenaient une autre vision du monde et qui étaient maltraités chez eux, et bien traités ici. Rappelez-vous de l'histoire d'amour de Julien Gréco avec Miles Davis, ou de Jeanne Moreau, et des choses comme ça. Donc c'était un autre monde, c'est une autre hypothèse de vivre qui s'est transformée au fur et à mesure des indépendances et d'autres problèmes, et de la crise des années 70,
À partir de cette crise-là, la lecture du monde a changé. À partir des chocs pétroliers. Exact. Vous parlez des Giscard. rencontres. Je commençais à naître à cette époque-là. Vous parliez des rencontres qui ont marqué votre vie, notamment dans les rencontres artistiques. Il y a Nino Ferrer, avec lequel vous avez travaillé. Oui. J'imagine que c'est pour ça que vous reprenez le Sud. Oui, j'ai travaillé longtemps. En fait, c'est quelqu'un qui m'a ouvert le music hall en France. Pourquoi? Parce que je suis resté 4 ans avec Nino Ferrer. Je suis rentré chez lui comme organiste. Il ne savait pas que j'étais saxophoniste. Mais il y avait déjà des saxophonistes dans l'orchestre et j'avais déjà la chance, moi, de pouvoir entrer chez lui parce que je remplaçais Stardy qui allait ouvrir un studio CBE. Et donc, Nino avait besoin d'un organiste et on faisait une première partie de son concert en banlieue, je ne sais plus de quel côté. Et l'orchestre s'appelait, curieusement d'ailleurs, les Lionceaux. Et on avait déjà joué avec Dick Rivers. Hein, ouais, j'étais pianiste de rock chez Dick. Et alors, Nino avait besoin d'un organiste. Et, ok, donc apparemment, j'ai fait l'affaire puisque je suis resté longtemps avec lui. Et un jour, il était de sortie avec Eddie Mitchell. Ils arrivent, j'étais avec mon propre orchestre. Je jouais au Club Saint-Germain, en bas. Donc, il me voit jouer du saxo. « Oh, Manu, tu m'as jamais dit que tu es saxophoniste. » Il ne m'a pas demandé non plus. À partir de là, je suis devenu chef d'orchestre chez lui. On a eu une grande aventure quand même de 4 ans et Nino m'a ouvert toutes les portes quand même. Hein. Alors, on va lui rendre hommage en écoutant votre reprise du Sud. Et pendant ce temps-là, Laurent Bidault entrera en scène dans cette émission. Le Sud, Nino Ferrer, Manu Dibango. Voilà, le velouté du saxophone de Manu Dibango, c'est un régal sur cette chanson mythique. Oh, ça fonctionne du feu de Dieu. Hein. Bien, quand je le rencontrerai, je lui dirai au saxophone ce que vous avez dit. Entre-temps, Laurent Bidault nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous avez écouté cette première, Bonjour. cette première partie d'émission dans les coulisses. Oui. Avant qu'on parle de votre actualité en tant que dessinateur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée, on va découvrir votre univers. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de cette première partie d'émission et s'il y avait une phrase ou une idée dite par Manu Dibango qui vous a spécifiquement interpellé ou voilà, intéressé. Beaucoup Il va falloir faire le tri. Hein. Oui, je vais faire le tri, mais j'ai gardé juste une chose, c'est rencontre. Le mot rencontre. Ouais. Les rencontres que vous avez faites dans votre vie et qui ont été bonnes ou mauvaises et qui de toute façon ont marqué votre progression, votre évolution. Ça m'a marqué parce que c'est vrai que tout le monde a des rencontres. De temps en temps, on les rate. On rate les rencontres. De temps en temps, Faut même, au contraire, à la limite, c'est important de les rater quelque part, quoi. Pas sur le moment, par la suite, quoi. Il y a une rencontre que vous avez ratée, Manu Dibango, et qui vous travaille encore un peu, là, parce que ça aurait pu donner, je sais pas, un album formidable, une chanson super, une collaboration artistique. On peut rater un contrat, déjà. On peut dire non, et puis ça se révèle que c'était un bon contrat et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Une musique de film, des trucs comme ça, vous n'y croyez pas du tout. Et quelqu'un d'autre en fait quelque chose. Un album, en tant qu'arrangeur, vous dites, vous ne sentez pas l'artiste, et puis quelqu'un d'autre le sent mieux que vous. Et puis, ça marche formidablement. Et là, vous posez des questions. Ce sont des rencontres ratées, ça. Ça s'appelle la vie.
Tout simplement. Oui, tout simplement. Bon, là, on va faire une rencontre réussie quand même. Alors, Laurent Bidault, pour tous ceux qui le connaissent, je crois que la première image qui vient peut-être à l'esprit, en tout cas pour moi, c'est cette bande dessinée-là, qui est donc l'histoire de la Grande Chartreuse en BD, qui a été un formidable succès, qui a déjà 15 ans. C'est ça, Laurent ? Oui, 13 ans. À peu 13 près, ans, oui, bientôt oui. 15, voilà. Et qui est réédité, en fait. Que Glénat va rééditer pour saluer ce succès, pour vous faire plaisir peut-être aussi, mais surtout aussi parce que ça marche, tout simplement. C'est l'histoire de cette bande dessinée, vous pouvez nous la raconter un petit peu ? C'est une belle histoire, parce qu'en fait, j'avais fait une première bande dessinée qui s'appelait Padre Pio. Ouais, qui a très bien s'appelle marché toujours aussi, Padre Pio. Oui, oui, oui. Et puis derrière, c'était une rencontre avec un éditeur intéressante, mais je ne pensais pas refaire d'autres bandes dessinées. J'avais un métier dans la communication, oui, de la publicité, des choses comme ça. Et puis derrière, par contre, c'est une amie qui m'a dit « Mais moi, je connais bien les Chartreux, ça pourrait les intéresser que tu fasses une bande dessinée avec eux. » Alors, moi, je me suis dit... oh là là, les Chartreux, oh là là. En fait, moi, je connaissais les chats chartreux, mais en dehors de ça, je ne sais pas. Et du coup, j'y ai quand même été. Et puis j'ai rencontré. Je connais la Chartreuse aussi. Ah oui, la Chartreuse aussi, oui. La bonne boisson des moines. Ouais. Donc vous êtes allé à la découverte de ces Chartreux ? J'ai rencontré le père prieur de la Grande Chartreuse qui était intéressé. Il m'a dit de quoi tu as besoin. Je lui ai dit peut-être un éditeur intéressé par le sujet. Et puis c'est comme ça que la bande dessinée est née. Voilà. Alors, sachant que vous avez un frère capucin, oui. donc c'est pas exactement la même école de pensée ni de prière, si après même tout le monde s'y retrouve, mais c'est autre chose encore, les Chartreux. Ils vivent en ermite, mais dans ce grand vaisseau de pierre qu'on voit, chaque petite cellule est un bâtiment indépendant où vit un moine. Et ils se retrouvent la nuit pour prier en silence, ou avec des chants cartusiens, des chants extrêmement beaux, mais sans aucun instrument de musique. C'est vraiment que la voix qui, au milieu de la nuit, vient ponctuer. Oui. Ils chantent. Oui. Ah, ils chantent magnifiquement. C'est splendide. Mais dans le silence, tout à coup, les voix ensemble. Sans se voir, ils se voient ou ils se rencontrent ? Ils se voient, ils sont côte à côte, mais dans des stalles, les uns à côté des autres. Et là, ils chantent, chacun a sa partition, chacun a son... C'est parfaitement ordonné. Et c'est d'une beauté absolue, le chant des moines. Ça vous passionnerait, parce que ça crève le silence. Dis donc. C'est magique. Moi, j'y ai été passer 2 jours, ce qui est très rare pour un civil. C'est un exploit quand même, de passer 2 jours dans une chartrette. Exactement, parce qu'ils vivent vraiment, mais hors du monde. D'ailleurs, le lieu où ils vivent, la région où ils vivent, c'est le désert de Chartreuse. Et c'est pour ça que le fondateur avait choisi cette région, c'était reculé du monde. C'est très inaccessible, même quand on veut y aller, il y a un musée qu'on peut visiter. C'est tout ce qu'on visite. Voilà, c'est tout ce qu'on visite, mais il faut déjà vouloir y aller en voiture. Mais très intéressant. Alors, vous l'avez signalé, vous avez fait une BD sur Padre Pio, ce grand saint italien avant. Il y a une BD sur le linceul de Turin. Oui, ça c'est une série un peu policière, on va dire, d'enquête. Donc là, on est avec des éléments passés, on s'appuie sur du passé, sur une iconographie existante, voilà, le monastère, il faut le traduire en BD, mais il existe en tant que tel. Et puis, vous êtes rentré dans un autre style ensuite, vous nous avez livré un premier album, il y en a un deuxième qui va sortir, sur le gouffre de Padirac. Donc là, c'est complètement autre chose, le gouffre de Padirac, c'est une plongée au centre de la Terre. Finalement, ça, c'est encore autre chose comme univers. Ah oui. Ça, c'est la société qui exploite le gouffre depuis maintenant 1 siècle et demi. Vous êtes déjà allé, Manu Dibango, au gouffre de Padirac ? Non, j'ai joué dans une grotte, moi, par contre. Pardon ? J'ai joué dans une grotte dans le centre de la France. Vous savez, il y a des stalagmites. D'accord. Des trucs comme ça. C'est impressionnant. Était bonne ? Comment ? L'acoustique était bonne, le son était bon. C'est une acoustique, je peux dire, de là, quoi. Ah ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau qui circule. Mais c'est incroyable. Vous émettez un son et puis alors il se multiplie. Alors, si vous vous amusez à jouer avec les fréquences, la partition devient complètement différente, quoi. Mais il m'est arrivé de jouer comme ça avec Daniel Humer, un très grand batteur suisse vivant en France. C'est une expérience à nul autre pareil. La grotte est visitée, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est au centre de la France, oui. Et au centre de la Terre, donc. Et ça, c'est toute l'histoire. On voit des planches en ce moment du gouffre de Padirac. On vient de voir des planches. Là, l'idée, c'était quoi pour vous à ce niveau-là ? Alors, l'idée, c'était de raconter la première expédition, parce que c'était vraiment une expédition, dans ce gouffre. Mais dans ce gouffre, en fait, c'est un puits c'est très impressionnant, qui fait à peu près 100 de mètres de profondeur.
ouverte comme ça, un puits, et en dessous, au fond de ce puits, en fait, il y a une descente, et là, ils arrivent à une rivière souterraine qu'on voit bien là sur les qu'on images. visite en barque aujourd'hui. Et Voilà. plusieurs centaines de mètres de rivières souterraines comme ça, puis ensuite une salle gigantesque qui est en fait un lac suspendu en hauteur avec des stalactites. Vraiment, les premiers explorateurs ont dû être subjugués. Et le premier explorateur en fait est celui qui a un peu inventé la spéléologie. Ça n'existait pas de descendre dans les gouffres en 1889 avec une bougie sur le chapeau, des bougies sur les barques. Enfin, c'était complètement de la folie. Moi, je dis qu'il y a un projet là, hein. Manu Dibango, gouffre de Padirac, je pense. Maintenant, on sait que ça peut se Il y a faire. 460 000 visiteurs de toute nation qui viennent chaque année pour découvrir dans les barques et tout ce lieu. Et c'est vrai que c'est un lieu magnifique. Oui, le mot découverte, il est toujours d'actualité. Hein. On pense tout connaître, eh bien non, autour de nous, il y a beaucoup de trucs qu'on ne connaît pas du tout. Parce que descendre comme ça, là, et avoir une autre vision d'une partie de la Terre qu'on ne voit jamais, qu'on ne vit pas avec. On n'a même pas l'impression que ça existe. Je vous assure que quand vous sortez de là, c'est... Et moi, j'ai vu des parallèles entre votre vie, si je peux me permettre, et la vie du spéléologue, M. Martel, en 1889, parce que ses parents voulaient absolument qu'il soit notaire. Et lui, contre toute attente, a fait plaisir à ses parents. Il a endossé l'habit. Mais le week-end, il jetait l'habit pour aller dans les gouffres, se mettre dans la terre. Et tout ça. Réaliser qui il était, finalement. Voilà. Et inventer une nouvelle discipline, finalement, qui est la spéléologie. Mais ce sont des défricheurs, finalement. Parce que vous aussi, vous avez défriché la musique à votre manière. Hein. Vous avez vraiment apporté votre pierre à l'édifice. Les parents, ils projettent, ils fantasment sur vous. Déjà, eux, ils voudraient ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ou qui voudraient faire mieux, parce que bon, mes parents, mon père était fonctionnaire, il rêvait d'avoir un fils fonctionnaire, mais peut-être un peu plus gradé, ou tout bib, ou un truc. Et je fais complètement l'autre côté, c'est-à-dire un truc où il n'y a pas de sécurité du tout, parce que fonctionnaire à la sécurité quand même, hein, tous les mois faire la musique, mais tout le monde fait la musique en Afrique, c'est pas un métier ça. Donc j'ai loupé quoi. Et en fait je suis un renégat au départ, alors des fois c'est bien d'être renégat quand même. Et c'est comme ça qu'on déchiffre, et vous aussi vous avez changé de vie, je sais pas ce que vos parents voulaient que vous fassiez, mais toujours est-il qu'à un moment... Je leur ai jamais dit que je voulais faire de la bande dessinée. Non plus. Tout à l'heure... On est secret, hein, parce que c'est ça en fait, il faut avoir un petit jardin secret. Mais on parlait du mot âme, on parlait du mot soul, du mot âme avec Manu Dibango tout à l'heure, Laurent Bidault. Je ne sais pas si ça vous a interpellé particulièrement, mais ce qu'on retrouve dans vos bandes dessinées, et on parlera de la toute nouvelle dans quelques minutes, c'est une âme finalement. Padre Pio, le linceul de Turin, la BD des Chartreux, le goût de Padirac, ce sont des gens qui ont des âmes. On se dit, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai aucune certitude sur des interrogations. Voilà. Il faut poser des questions, et puis après, les lecteurs, et puis dans votre cas, les personnes qui écoutent, les spectateurs qui écoutent, après, comblent les virages, les suggestions, les propositions. Ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, qui écoutent et qui viennent voir, parce qu'il faut voir Manu Dibango en concert quand même. Il y a une tournée mondiale. Alors, ça passe par le Maroc, ça transite par la France, ça repart, je ne sais plus où. Enfin, c'est une tournée mondiale de 80 dates pour vos 80 ans qui est encore en train de continuer. Oui, ça continue. Là. C'est aussi un spectacle sur scène à lui tout seul. Hein. Faut quand même. C'est une autre façon de faire la musique. Hein. Celle que vous vous asseyez à la maison pour la composition, la meilleure, l'idéal, c'est un papier, un crayon, pas d'instrument. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, là-dedans, vous pouvez mettre un coup de couteau, de canif, parce que vous asseyez sur un piano, vous mettez les 10 doigts et quelque chose part. Il n'y a pas de recette, en fait, pour l'imaginaire, parce que vous êtes capteur de quelque chose. Et la difficulté du créateur, c'est entre ce que vous voyez ou que vous entendez, c'est un millième qui sort. Donc, je ne connais pas d'artiste satisfait. Ah, êtes-vous un artiste satisfait, Laurent Bidault? Non, mais c'est intéressant, parce qu'il dit papier-crayon, moi, ça me fait penser au dessinateur. L'artiste satisfait, c'est un artiste mort, on va dire. La quête s'arrête. C'est terminé, quoi. C'est terminé. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, vous changez complètement de style avec une nouvelle bande dessinée toujours chez Glénat, qui s'appelle Paradoxe au pluriel. On voit tout de suite à la typographie qu'on est dans de la science-fiction, dans un univers futuriste. Donc là, ce n'est pas vous le scénariste, vous êtes le dessinateur. Quelqu'un arrive avec un scénario,
Vous ne pouvez plus vous appuyer, comme pour Patrépio, comme pour Carnac, il y a une BD sur Carnac, comme pour La Grande Chartreuse Cochet, sur de l'existant. Il faut créer un univers. Tenez, je vous laisse regarder Manu Dibango, c'est tout autre chose. Hein. Remise en cause une fois de plus. Oui, remise en cause. Surtout que la science-fiction, c'est pas facile parce qu'il faut effectivement créer des codes. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'embrasser l'univers d'un autre et d'avoir cet échange créatif. Lui me connaît, donc me propose une histoire. Il sait que je peux lui apporter à cette histoire. Mais la luminosité est différente, là, déjà. Ouais. Donc, puis le trait, j'ai essayé aussi de faire un peu différent. Qui se mettent au service d'une histoire, hein, d'un suspense, parce que là, il y a des rebondissements. C'est la même chose. Vous voyez des traits évidents avec la musique. Quand vous accompagnez quelqu'un, c'est pas votre truc. Ouais. C'est lui qu'il faut mettre en valeur. Ouais. Plus vous l'entourez élégamment, et plus lui se met en valeur, mais pas vous. C'est pas votre truc. Il faut s'effacer presque un peu, mais... On vous voit travailler dans votre atelier, là, Laurent Vito, ça rend très solitaire quand même. C'est comme quand Manu disait, moi, papier, crayon et hop, je compose. Bon, après, évidemment, il y a la composition au piano, au saxo, etc. Mais il y a une partie très solitaire, finalement. Le créateur est solitaire. Oui, ça, c'est horrible. C'est horrible? Ah bon, enfin, c'est monacal, en tout cas. C'est pas horrible, mais c'est monacal. On ne peut pas vous aider. Non, mais c'est ça, on se dit, oh là là, il a son papier, son crayon, ses petits dessins au mur, histoire de ne pas se perdre. Rassurez-vous, une fois que les premières heures du matin sont passées, où on se sent un peu seul, très vite, les personnages des histoires sont là et on les anime, on les habite, parce que c'est un spectacle, chaque dessin doit servir un mouvement, un rebondissement, donc tout ça, il faut que vous pouvez revenir derrière, hein, vous pouvez revenir pour ajouter un truc que vous n'avez pas vu. Voilà. Alors moi je vous propose de reprendre un petit peu de musique si vous voulez bien. Dans cet album Manu Dibango de reprise, vous vous êtes aussi repris vous-même. Est-ce que vous voyez à quelle chanson je fais allusion? Milady's Song, la numéro 9. Oui, c'est une chanson pour mes petits-enfants en fait. Ah, ça c'est joli ça. Voilà, Milady, c'est un mot camerounais, ça a l'air de Alexandre Dumas, mais ça n'a rien à voir. C'est un mot camerounais, Milady, d'accord. Oui, mais ça veut dire les petits-enfants. D'accord, ah bah écoutez, alors voilà. On va l'écouter, on la connaît déjà, mais on va l'écouter parce qu'on l'aime beaucoup. Milady, en fait, on dit. Milady. Milady. Alors c'est parti. Ils sont partis dans leur conversation. On sent qu'il y a un vrai amateur de BD. Mais moi, je travaille en musique toujours. Vous travaillez en musique? Oui. J'adore la BD, moi. C'est vrai? Ah ouais. Mais vous êtes passé par la Belgique, en plus. Je suis passé par la Belgique. Et ma défunte épouse était belge. Donc, les Spirou, les Tintin, tout ça, j'ai connu ça avant. Les pilotes, les Gottlieb, toute cette équipe-là. Enfin, cet imaginaire-là. Vous êtes complètement nourris, en fait, pas tous les deux, finalement. Oui, ça va complètement. Ça avec la musique, ça va ensemble pour moi. Hein. Mais alors, moi j'ai une question, parce que vous dites dans votre livre, je pense que vous l'avez peut-être noté en lisant le livre Balade en saxo de Manu Dibango, Laurent Bidot, à un moment vous dites, il y a une sorte de communion, quand je joue du saxo, c'est un peu comme si je conviais tout le monde à la prière du soir. C'est mieux dit que ça, mais grosso modo, ça dit ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, dites, voilà, il y a la communion de la musique. C'est peut-être moins vrai pour le dessin. Je ne sais pas si on peut communier autour d'une BD ou si... C'est une image. La musique, ce sont des images. Ah, mais il y a une sorte de ferveur, quand même, quand on a un concert. Oui, il y a la ferveur, mais il y a surtout les couleurs. Je veux dire, une trompette bouchée n'a rien à voir avec une trompette ouverte. Et quand vous mettez une sourdine dans une trompette, c'est une couleur. Enfin, pour nous, c'est une couleur. Donc, sans jeu de mots, on fait de la musique de couleur, quoi. Bien, messieurs, nous allons passer à la toute dernière partie de cette émission. Il nous reste 8 minutes. Cette dernière partie s'appelle le questionnaire inattendu.
Et je pose des questions inattendues. Ah. C'est le principe. Donc on va y aller. Oui, Manu, Laurent? Joker. Non, pas de joker, c'est parti. Joker. Le questionnaire inattendu, bien essayé. Ça marche pas. Allez, je commence. Manu Dibango, quelle est la plus belle question qu'on ait pu vous poser dans votre vie? Que ça vienne d'un journaliste ou d'un fan ou que sais-je, hein. Qu'est-ce que la musique vous a apporté? Wow. Et vous répondez. Vous avez trouvé la réponse? Non, elle m'a tout apporté. Je suis là beaucoup à cause de la musique, mais est-ce que c'est la musique qui me l'a apporté ou bien c'est moi qui suis allé à la musique? Et à quel moment la rencontre se fait, quoi? Qui de l'œuf ou de la poule? C'est l'éternelle question. Et vous, qu'est-ce que le dessin et la bande dessinée de manière générale vous a apporté? Et m'apporte encore, parce que chaque album, j'ai l'impression que c'est le premier album. Donc, qu'est-ce qu'il m'a apporté, le dessin? L'échange déjà avec les autres. Ça a été la chose la plus étonnante, c'est que de dessiner tout seul, à un moment, ce dessin m'a permis d'aller vers les autres. Moi qui étais très solitaire, qui le suis toujours. Ça vous force à sortir de l'atelier à un moment. La preuve, nous sommes ici, c'est une rencontre exceptionnelle, grâce à mon dessin, tout simplement. Donc, j'ai beaucoup de chance. Deuxième question. Quel est votre paysage favori? Répond en premier qui veut. Enfin voilà, le paysage devant lequel peut-être vous voudriez mourir, j'en sais rien, mais en tout cas, parle à votre cœur. À lui? Manu, Tous les deux, allez, go. Alors, qui commence? Laurent? Allez, Baume-les-Messieurs, dans le Jura, j'aime beaucoup. Voilà. Un cirque naturel, avec en bas une abbaye absolument magnifique, et au bout, une grotte à explorer, parce qu'elle est splendide aussi. Voilà. Et alors, je connais ce village pour être jurassienne c'est un des plus beaux moi-même d'origine, villages, et c'est juste d'une beauté hallucinante. Et on y fait un très très bon vin à consommer en toute modération, évidemment. Et il y a des artistes qui vivent dans l'abbaye. Ouais. Voilà. Manu Dibango. C'est plutôt les paysages, les arbres. Je suis fasciné par les arbres. D'accord. Souvent, quand j'arrive devant un parc, je peux rester 1 heure, 2 heures à regarder les arbres. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais été paysagiste, j'en sais rien, moi. Mais non, mais ça me fascine, les arbres, c'est vrai. On vous oblige à prendre une année sabbatique tous les deux, avec interdiction totale de toucher un crayon pour vous, et interdiction de faire de la musique pour vous. Vous faites quoi de cette année? Une année offerte, il va falloir en faire quelque chose. Vous en faites quoi de cette année-là? C'est l'année de la disparition, ça. Oh ben non. Bah oui. Il n'y a plus rien. Vous avez beaucoup voyagé. Souvent, les gens répondent « je voyage ». Mais c'est vrai que vous avez beaucoup bougé. Non, mais surtout pas le voyage. Oh là là, surtout pas. Reprendre une valise, aller prendre un avion, je fais ça tout le temps. Il y a une lassitude. Non, mais s'il y avait un joker, je le prendrais bien. J'avais dit joker interdit. Laurent Bidot, qu'est-ce que vous faites d'une année sabbatique? Moi, je prends mon vélo et je parcours des kilomètres que je n'ai pas toujours le temps de parcourir. Ouais. À la découverte, mais sans faire de grands voyages, juste en partant de chez moi et puis juste avec le baluchon et le vélo. D'accord. Bah, c'est toujours très ascétique chez vous. Hein. Je travaille comme un moine, je dessine sur les moines, je prends mon vélo et mon baluchon. Pour finalement s'émerveiller, tout simplement. Ouais. Hein, ouais. Alors la plus dure des questions, en fait, c'est chacun va poser une question à l'autre. Donc Laurent va poser une question à Manu Dibango une question à Laurent, puisque j'ai la chance d'avoir 2 créateurs face à moi, chacun dans leur domaine, et qui s'apprécient et se respectent. Donc c'est parti, c'est Laurent qui démarre. Alors moi c'est peut-être plus facile parce que j'ai lu la biographie de Manu, donc j'ai pris des notes. J'ai pas eu cette chance. Ben voilà. Je découvre. Est-ce que vous avez toujours l'harmonica que votre père vous a offert? Oh là là, mon cher ami, cet harmonica m'a posé des problèmes dans ma vie. Non, j'aurais bien voulu l'avoir, comme mon premier saxo d'ailleurs, on ne sait jamais. Justement, il n'y a pas de plan de carrière. L'harmonica, il est tombé dans une fosse d'aisance. Ah bon? Dans une fosse d'aisance, dans les toilettes, quoi. Ouais, Voilà. Carrément. Avant, on le disait. Je veux dire, je me suis brûlé. J'ai une brûlure ici. Ah oui. De colère. J'ai mis un tison ici quand j'ai perdu l'harmonica. Donc, c'est resté quand même. Hein. D'accord. Non, j'étais dans une toilette, j'étais en train de jouer, puis je ne sais pas ce qui s'est passé, et l'harmonica est tombée. Alors,
c'est comme un ralenti, quoi. Vous voyez le truc qui tombe, quoi. Pas possible de le récupérer. Et vous ne pouvez pas le récupérer, et vous êtes là, et l'harmonica en plus, pour en avoir un à cette époque-là, il fallait commander, mes parents, il y avait encore Manu France. Ah oui, d'accord, catalogue Manu France. Et les gens commandaient, les fonctionnaires, ils commandaient des trucs là-dedans, hein, des fusils, tout ce que vous voulez, les machines à... Enfin, ça avait été toute une démarche de la part de vos parents, quand même, de vous offrir cette harmonica. C'était un truc terrible, vu l'époque où ça s'est fait, quoi. Et ce bien précieux, j'étais le seul, d'ailleurs, dans le coin à avoir un harmonica, quoi. Perdu, voilà, perdu, bon, malencontreusement. Alors, une question, Manu Dibango, une question à notre créateur de bande dessinée, Laurent Bidault. Quand vous prenez le crayon, vous commencez à droite ou à gauche? Alors ça, c'est vraiment une question de créateur à créateur. Je suis droitier. Moi, je suis gaucher. Et je commence toujours à gauche, parce que si je commence à droite, après, j'ai plein de carbone sur la paume de la main. Sur la paume. Voilà. Et puis donc, du coup, ça va faire des balayages. C'est intéressant comment le premier coup de crayon, quoi. Le tout premier d'un personnage, quoi. Alors, moi, je sens qu'il y a une BD sur la vie de Manu Dibango qui va se créer, donc je vais toucher 10% des droits. Je vous préviens, étant à l'origine la naissance d'un truc, quoi. De la rencontre. C'est vrai, on commence par quoi? Par l'œil, par le cil, par un cheveu, par... Ouais, c'est vrai que... Allez, je vous propose qu'on termine en musique. Stevie Wonder, c'est important comme rencontre aussi pour vous. Enfin, je ne sais pas pour qui ce serait pas important, Stevie Wonder. Hein, pour lui aussi, j'espère, je ne sais pas. Ça marche dans les deux sens, ces rencontres. Non, on s'est rencontrés quand même en Afrique. On s'est rencontrés à Lagos, au moment du Festival des Arts Nègres. Puis je l'ai rencontré aux États-Unis après. Mais la première fois que je l'ai vu, moi, c'était en Afrique. Alors c'était intéressant. C'est un grand monsieur, hein, quand même. Dans un tout autre contexte que le contexte américain. Donc c'est là que ça devenait intéressant. On se fait un petit coup d'Isn't She Lovely avant de se dire au revoir tout à l'heure. C'est tout un album, Manu Dibango, balade en saxo, avec le livre qui va avec, qui raconte, je vous dis, c'est la vie de Manu Dibango, mais tellement plus encore, c'est toute l'histoire de l'Afrique, c'est toute l'histoire de la musique, et je vous félicite et vous féliciterez votre co-auteur, parce que franchement, vous avez fait un travail formidable tous les deux. Le livre, c'est aux éditions de l'Archipel. Et puis dans un tout autre style, donc la réédition de l'histoire de la Grande Chartreuse en BD aux éditions Glénat par Laurent Bidault, le tome 2 qu'on attend pour le Gouffre de Padirac, et puis Paradoxe, l'homme infini. Donc c'est le tome 1, il y aura plusieurs tomes aux éditions Glénat sur un scénario de Didier Convard. Donc là on est, voilà, là ce qu'on voit c'est la Grande Chartreuse, et Paradoxe, on est dans le futur. Je vous souhaite bonne route à tous les deux, bonne continuation. Merci. Hein, et bosser dur. Ça, voilà. Merci de nous recevoir. Hein. Oui. Avec plaisir. Vous savez, moi j'ai le beau rôle. Hein. Merci. C'est très détendu, c'est sympa. Ouais, c'est relax. C'est relax. Et ben voilà, c'est VIP, c'est relax. Merci à tous les deux. Au revoir.